tiens d'abord à remercier les organisateurs et Amine Benyamina de m'avoir invité à faire cette conférence. C'est un vrai plaisir et c'est la première fois que je viens à l'Albatros et je dois dire, je suis épaté par la qualité de la conférence. Et donc, je vais vous parler de cette question de l'intestin comme un nouveau cerveau dans les troubles liés à l'usage d'alcool, qui est un sujet dont le point de départ date d'une petite dizaine d'années, avec l'idée que ça permettrait éventuellement de rechercher de nouvelles voies thérapeutiques pour ces problématiques difficiles à traiter. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, je ne suis pas impliqué dans des firmes qui vendent des produits qui ciblent le microbiote. Mais je vais commencer par vous parler de la question de l'inflammation, qui est pour moi une question tout à fait centrale. Si la pharmacologie s'est intéressée beaucoup à la question de l'interaction entre des récepteurs cérébraux et une série de neurotransmetteurs, il y a quand même une série d'études les derniers temps qui mettent en évidence le fait que l'inflammation pourrait, en plus des effets du rôle des voies pharmacologiques, jouer également un rôle dans le développement des maladies psychiatriques. Et en particulier de l'humeur. Et là, je vais faire référence au concept de comportement de maladie, sickness behavior, développé par Dancer il y a quand même bien 20 ou 30 ans, où il s'est intéressé vraiment à la manière dont, lorsqu'un organisme est infecté par un virus, par une bactérie, ça va créer une série de réactions comportementales par la production d'une réaction inflammatoire et le passage de cytokines vers les cerveaux qui donnent lieu aux manifestations auxquelles on est habitué quand on est sujet d'une infection, la fièvre, une activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et des changements comportementaux, mais avec l'idée que ces changements comportementaux peuvent à un moment donné prendre plus d'importance si l'inflammation se prolonge et éventuellement donner lieu au développement de symptômes dysphoriques et éventuellement d'une dépression. Et donc ça, c'est une question qui est quand même très à la mode dans le domaine de la psychiatrie en général, mais avec un grand point d'interrogation, c'est pour les maladies psychiatriques, on ne pense pas que les sujets qui développent une dépression soient des gens qui ont été soumis à une infection externe, et donc quelle pourrait être la source de l'inflammation. Alors on parle d'une inflammation qui est une inflammation de grade peu élevé, donc ce n'est pas une inflammation très importante, mais qui pourrait jouer un rôle dans le développement d'une série d'affections psychiatriques. Et l'hypothèse qu'on soutient, c'est que les origines de l'inflammation dans les affections psychiatriques pourraient être en bonne partie l'intestin, parce que l'intestin est vraiment, au sein de notre organisme, l'organe qui contient le plus de complexes humains et donc qui est le plus sensible, susceptible de provoquer une forme d'inflammation dans notre organisme. Et donc, maintenant, on va s'intéresser de manière plus particulière à la question de l'alcoolodépendance, avec le fait que les premières personnes qui se sont intéressées au rôle du microbiote et de l'intestin, c'est de toute évidence les gastro-entérologues qui ont mis en évidence qu'il y avait un lien entre le degré de perméabilité intestinale, entre le passage de l'hypopolysaccharide depuis l'intestin vers la circulation périphérique et la circulation porte en particulier, et le développement des maladies hépatiques liées à l'alcoolodépendance. Ici, ce à quoi on va s'intéresser, c'est est-ce que ça ne joue pas un rôle aussi également au niveau cérébral, et donc on veut dépasser un peu le concept qui a été développé maintenant il y a une vingtaine d'années par les gastro-entérologues. En fait, dans le contexte d'études réalisées pour l'étude de la maladie du foie, on a pu montrer chez l'animal que des améliorations importantes de la barrière
de la barrière intestinale qui était induite par l'éthanol était améliorée soit par la prise d'antibiotiques, soit par la prise de fibres alimentaires qui peuvent également jouer un rôle sur la composition du microbiote, soit par la prise de probiotiques. Les probiotiques, c'est des bactéries qui ont des vertus favorables pour l'organisme et qui ont vraiment un effet positif au niveau de l'organisme. Et donc, l'ensemble de ces résultats réalisés dans le cadre de l'étude des maladies hépatiques montrent qu'il y a des approches qui peuvent avoir un effet bénéfique au niveau du foie. Maintenant, en est-il de même au niveau du cerveau? Et donc, on a réalisé ici, je vais vous parler de 3 études qui ont été réalisées chez l'homme. Je crois que c'est un peu la particularité de ces premières études qu'on a réalisées. Elles ont été réalisées chez l'homme et permettaient de mettre en évidence l'existence d'un rôle de cet axe intestin-cerveau dans la population humaine. Et puis je terminerai avec une étude d'intervention qui viendra justement questionner la question de la causalité possible de ce microbiote dans le développement de la maladie alcoolique. Alors, il s'agissait de patients qui avaient été sélectionnés comme étant hospitalisés pour un sevrage, pour qu'il y ait une certaine dimension de contrôle. Ils ont été testés en début et en fin de sevrage. Ils ont été sélectionnés aussi pour ne pas avoir de maladie hépatique, parce qu'on sait que les maladies hépatiques provoquent évidemment sont une source d'inflammation extrêmement importante au niveau du corps. Et donc, si on veut étudier le rôle de l'inflammation, on doit pouvoir exclure cette condition-là. Et on les a comparés à un groupe contrôle. On a réalisé donc ces 3 études chez l'homme. La première, qui était vraiment notre étude pilote, a visé à montrer d'une part que chez les patients, la consommation d'alcool était liée à une augmentation de la perméabilité intestinale qui allait mener à la translocation de produits bactériens au niveau de la circulation sanguine, et en particulier de l'hypopolysaccharides, et puis que ces éléments allaient développer finalement, donner lieu au développement d'une inflammation au niveau systémique. Dans une deuxième étude, alors on va approfondir la question de l'étude de ces différentes voies inflammatoires et voir justement quels sont les produits bactériens issus de l'intestin qui pourraient être à l'origine de cette inflammation chez l'homme et en quoi ça vient corréler avec les dimensions psychopathologiques de la dépendance à l'alcool. Et finalement, la dernière étude, qui est peut-être l'étude qui vient le plus nous rapprocher de cette question du microbiote, a étudié l'effet d'une part de la composition du microbiote, d'autre part de la fonction de ce microbiote sur la production d'un certain nombre de produits métaboliques qui peuvent influencer la perméabilité intestinale, mais on pense aussi éventuellement le comportement de l'individu et voir dans quelle mesure ces dimensions sont liées aux manifestations psychopathologiques de l'alcoolodépendance. La première étude donc a permis de mettre en évidence le fait que chez les patients alcoolodépendants, il existait effectivement une augmentation de la perméabilité intestinale qui était associée à une augmentation des taux circulants de l'hypopolysaccharide. Donc l'hypopolysaccharide, c'est des parties des bactéries, donc de la membrane des bactéries, qui sont des bactéries gram-négatives. C'est des substances lipophiles qui se mettent au niveau de la circulation sanguine et qui viennent provoquer une réaction inflammatoire. Et on a observé, en plus de l'augmentation des LPS, une augmentation d'une série de cytokines au cours lorsqu'on a fait ces prélèvements chez les patients alcoolodépendants. Et de manière intéressante, l'élévation de ces taux de cytokines était corrélée avec un certain nombre de manifestations psychopathologiques de l'alcoolodépendance que sont la dépression, l'anxiété et le craving. Et donc, ça allait dans le sens de cette hypothèse intestin poreux, inflammation de bas grade et développement d'une réaction inflammatoire qui participerait éventuellement aux manifestations psychopathologiques de l'alcoolodépendance. Alors, dans la deuxième étude, on s'est intéressé à connaître de manière plus précise les différents produits inflammatoires issus du tube digestif, avec l'idée de s'intéresser aux lipopolysaccharides, mais également à une autre catégorie de produits bactériens qui sont issus plus des bactéries gram-positives, qui sont les peptidoglycans, qui sont souvent assez négligés dans la littérature jusqu'à présent. Or, vous allez voir, ils apparaissent aussi comme extrêmement importants dans le développement des manifestations psychopathologiques de l'alcoolodépendance. Et donc, dans cette étude, on a testé finalement chez une série de sujets
qu'on a testé à nouveau en début et en fin de sevrage. On a mesuré les apports d'alcool à l'aide de l'approche du timeline follow-back et on a mesuré l'inflammation, d'une part du côté des cytokines circulantes, mais également au niveau de ce qu'on peut mesurer au niveau des cellules mononucléées du sang, que sont les monocytes et les lymphocytes, qu'on a extraits du sang de ces patients. Et puis on a fait une série de mesures par PCR quantitative pour venir finalement disséquer un petit peu les différentes voies inflammatoires et le degré d'activation de ces voies chez les patients alcoolodépendants, dans le but de pouvoir voir finalement quels sont les produits bactériens issus de l'intestin qui pourraient effectivement venir induire l'inflammation. Et ce qu'on a pu observer, comme le montre le schéma du haut, c'est que en fait, on a une expression importante des récepteurs pour les lipopolysaccharides, donc il y a vraiment une expression importante de ces récepteurs, mais qu'on va également avoir une expression très importante des récepteurs pour les peptidoglycans, montrant que cette deuxième voie est également une voie qui est activée de manière importante. Et alors en parallèle par rapport à ça, on a pu mesurer directement une augmentation des taux circulants de peptidoglycans, ce qui vient renforcer cette hypothèse. Or les peptidoglycans, ils viennent quand même principalement également de l'intestin comme les lipopolysaccharides. Alors, on a ensuite disséqué ces différentes voies inflammatoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce schéma parce que sinon on en a pour jusqu'à la moitié de l'après-midi et puis je crois que ça va tous vous ennuyer beaucoup. Mais ce qu'on peut retenir en fait de ce schéma, c'est que finalement on a un certain nombre de voies inflammatoires qui sont stimulées soit au départ de la voie des lipopolysaccharides, soit au départ de la voie des peptidoglycans, mais qui aboutissent finalement à la production d'un certain nombre de cytokines qui sont l'IL-8, l'IL-1-bêta, l'IL-18, mais pas du tout la voie qu'on pensait jusqu'alors activée, qui est la voie qui mène à la production de l'IL-6 et du TNF-alpha. Cette voie-là, la voie stimulée par le NF-kappa-B qui figure finalement dans la plupart des études qui ont été réalisées sur l'inflammation chez l'animal, est une voie qui n'est pas stimulée au niveau de ces cellules mononucléées du sang chez l'homme. Et donc ça vient un peu remettre en question un dogme sur le rôle de cette voie du NF-kappa-B. Alors, si maintenant on compare ce qu'on observe au niveau des cellules mononucléées avec ce qu'on observe au niveau du plasma, on voit bien que la voie de l'IL-1-bêta et de l'IL-8 semble être bien celle qui, à partir des cellules mononucléées, amène à la production des cytokines circulantes. Par contre, la voie du TNF-alpha et de l'IL-6, qui est également stimulée au niveau des cytokines circulantes, n'est pas, par contre, pas liée à ces cellules mononucléées du sang. Et donc, il y a probablement des sources qui sont des sources différentes. C'est ce qu'on est employé à tester pour l'instant, avec l'idée que ça pourrait venir éventuellement soit des hépatocytes, soit éventuellement même de la paroi intestinale elle-même, qui est aussi susceptible de produire une forme d'inflammation. Et donc, c'est des choses qu'on est occupé pour essayer de disséquer finalement le chemin par lequel ces cytokines sont produites au niveau de l'organisme. Ce qui était intéressant, c'est que les voies inflammatoires activées corrélaient de manière importante, d'une part avec la consommation d'alcool et d'autre part avec le craving pour l'alcool. Et lorsqu'on a étudié, essayé de voir finalement quelles étaient les différentes cytokines et quelles étaient celles qui étaient la plus prédictrices du craving, et en fait ça prédisait essentiellement la dimension obsessionnelle du craving, on voit que c'est l'IL-8 qui est une cytokine particulière, qui est une chémokine. Donc une chémokine, c'est quoi? C'est une cytokine qui vient attirer des cellules vers un lieu particulier. Alors de manière intéressante, un groupe américain a montré dernièrement qu'on retrouvait de manière importante au niveau du cerveau de patients alcooliques post-mortem des taux élevés d'IL-8 au niveau du cerveau de ces individus, semblant suggérer que cet IL-8 pourrait avoir un rôle chémo-attractif par exemple des neutrophiles vers le cerveau pour provoquer cette inflammation au niveau cérébral. Alors, on s'est intéressé également aux effets du sevrage à l'alcool. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'idée que dans le sevrage à la cocaïne, il y avait une évolution, normalement dans certaines études, des taux de cytokines. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que la voie des lipopolysaccharides est une voie
qui va récupérer rapidement au cours du sevrage d'alcool, on voit qu'au contraire, la voie des peptidoglycans reste élevée tout au long. Et donc, il y a une espèce de distorsion entre les différentes voies inflammatoires, certaines qui récupèrent rapidement et certaines qui persistent avec des niveaux élevés de stimulation en fin de sevrage. On rentre maintenant dans le cœur du sujet avec la question du microbiote intestinal. Alors, le microbiote intestinal, c'est environ 10 exposant 14 cellules dans l'organisme, alors que nos cellules eucaryotes représentent 10 exposant 13. Alors, l'argument facile et provoquant, c'est de dire qu'on est composé à 10% de cellules humaines et à 90%, 90%, comme on dit en Belgique, de cellules bactériennes. On a en tout cas, au niveau de la richesse du génome, un génome qui est beaucoup plus varié au niveau du microbiote intestinal qu'il ne l'est au niveau de nos cellules eucaryotes. Et donc, c'est aussi ces éléments de complexité qui nous amènent à nous intéresser de manière aussi importante à ce microbiote intestinal. Alors, quels sont les facteurs qui influencent le microbiote? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, le fait d'être né par césarienne, d'avoir été alimenté au sein, l'exposition à des stress, ça peut jouer un rôle important et on sait à quel point ça peut jouer un rôle dans le développement des addictions. Donc il y a une série de facteurs qui viennent influencer finalement la composition du microbiote intestinal. Microbiote qui par ailleurs varie très fort dans sa composition depuis l'estomac jusqu'au côlon sigmoïde, avec une augmentation progressive de la concentration en bactéries et des modifications de composition importantes également au cours du temps. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des fonctions, il intervient dans une série de fonctions, des fonctions de synthèse de vitamines, des fonctions métaboliques, la régulation de la barrière intestinale, également la sécrétion d'un grand nombre de régulateurs, y compris de neurotransmetteurs. Par exemple, l'essentiel de la sérotonine de notre organisme est produite par le microbiote intestinal. Et donc, on pense vraiment que ce microbiote pourrait avoir un rôle très important en psychopathologie. Par ailleurs, l'altération du microbiote intestinal et ces phénomènes d'inflammation de bas grade sont associés aussi à une série de maladies somatiques et en particulier une série de maladies métaboliques. Maintenant, elles sont associées également à une série de maladies psychiatriques. Alors, ça a été montré de manière très claire dans le cas des troubles du spectre autistique. Maintenant, le modèle le plus convaincant pour étudier les effets du microbiote, c'est le système des souris germ-free. Donc, c'est des souris qui sont élevées pendant l'entièreté de leur vie à distance de tout contact microbien. Et en fait, on voit que ces souris germ-free présentent des modifications de l'expression psychopathologique avec une diminution de l'anxiété et des altérations des fonctions cognitives. Et ici, un papier récent publié dans Biological Psychiatry il y a quelques semaines de ça a mis en évidence qu'il existait une corrélation importante entre la composition du microbiote de petits enfants âgés de 3 ans et les fonctions cognitives également. Donc, ce n'est pas impossible que ça participe aussi chez l'homme au développement des processus cognitifs et du développement de l'enfant. Donc, l'idée est vraiment d'interroger l'existence d'un axe intestin-cerveau dans le développement de la problématique alcoolique, des maladies psychiatriques, avec aussi une interrogation sur le mécanisme qui pourrait être en œuvre, et ça pourrait être l'inflammation, comme ça pourrait être d'autres voies, et ça on aura peut-être le temps d'en discuter s'il nous reste un peu de temps de discussion à la fin. Ici, je vais vous parler des résultats d'un papier qui parle de cette question du rôle du microbiote intestinal dans la problématique de la dépendance à l'alcool, avec finalement la composition du microbiote, sa fonctionnalité et sa relation avec le comportement. Donc, dans cette troisième étude, on a à nouveau testé les patients en début et en fin de sevrage. On a fait une mesure qui était une mesure importante, qui était une mesure de la perméabilité intestinale par une approche de médecine nucléaire qui est l'approche de mesure par le chrome-EDTA. Donc, l'EDTA est une macromolécule à laquelle était couplée
un isotope de chrome. Finalement, ce qu'on mesure, c'est la quantité de ce chrome qui va passer dans la circulation sanguine et qu'on va pouvoir collecter au niveau d'urine de 24 heures, en fait. Et donc, l'importance de ce qu'on retrouve dans les urines traduit l'idée d'une augmentation d'une perméabilité qui sera une perméabilité paracellulaire lorsque il y a la formation d'un intestin poreux. Et puis on a analysé le microbiote intestinal par des techniques soit de pyroséquençage, soit de PCR quantitative. Et finalement, on a réalisé également des études métabolomiques des composés organiques volatiles contenus dans les selles par une approche par chromatographie surface gazeuse couplée à une spectrométrie de masse. Et donc, par ces approches-là, on va pouvoir étudier les différentes dimensions. Alors, ce qu'on observe d'abord, c'est que chez un certain nombre de patients, on va observer le développement d'un intestin poreux. Donc ici, ils sont représentés en rouge. On voit que la perméabilité intestinale chez ces patients est augmentée, alors qu'il y a un sous-groupe de patients alcoolodépendants représenté ici en vert qui va garder une perméabilité normale. Donc cet intestin poreux n'est pas présent chez 100% de la population des patients alcoolodépendants. Je vous rappelle que ça, c'est des mesures qui sont faites en début de sevrage. Donc les patients n'ont plus consommé depuis maximum 24 heures. Donc on est vraiment en tout début de sevrage. De manière intéressante, on a regardé s'il existait une différence entre ces deux groupes au niveau de la consommation d'alcool par nos anamnèses diététiques. On voit qu'il n'y a pas de différence. Donc ça ne va pas dans le sens du fait que cette perméabilité intestinale serait liée à la question d'un effet toxique direct de l'alcool. Donc ça, c'est la première réponse qu'on a à cette question. Et alors, on s'est intéressé après aux dimensions comportementales. Donc, on a étudié, comme on le fait souvent, la dépression, l'anxiété et le craving chez ces patients alcoolodépendants. À nouveau, en groupe, en rouge, le groupe qui présente une augmentation de la perméabilité intestinale, et en vert, le groupe qui présente une perméabilité intestinale normale. Et en fait, on se rend compte qu'en début de sevrage, il y a à peine une petite différence significative au niveau de la dépression, mais c'est surtout en fin de sevrage que la différence va se marquer avec le groupe qui présente une perméabilité intestinale basse, qui trouve une possibilité de récupération très importante du côté de la dépression, de l'anxiété et du craving, avec des scores qui sont quasi normalisés en fin de sevrage d'alcool. On voit donc que le groupe qui présente une perméabilité intestinale importante est un groupe qui présente plus probablement une sévérité de l'alcoolodépendance qui est plus importante que l'autre groupe représenté en vert. Alors, on a pu observer également des corrélations importantes entre les scores de dépression en fin de sevrage, les scores d'anxiété en fin de sevrage et de craving en fin de sevrage par rapport à la mesure de la perméabilité en début de sevrage. Donc il y a vraiment là des corrélations qu'on retrouve de manière tout à fait solide. Et alors on s'intéressait après au profil bactérien. Alors ici, c'est un schéma statistique qui est une forme d'analyse euclidienne de l'ensemble de la population du microbiote. Les sujets sont classés en fonction d'un caractère de proximité. Finalement de la composition du microbiote. Et on voit bien que le groupe contrôle, au niveau de la composition, est pratiquement superposable au groupe présentant une faible perméabilité intestinale, alors que le groupe présentant une perméabilité intestinale plus importante a une composition du microbiote qui est extrêmement différente. C'est très marqué, la différence est très marquée au niveau de deux familles bactériennes particulières qui sont la famille des ruminococacées et des lacnospiracées, où on voit un effondrement radical des ruminococacées chez les patients présentant une perméabilité intestinale importante, alors qu'on a une augmentation des lacnospiracées chez ceux qui ont une perméabilité intestinale importante. Alors, ça va se marquer de manière importante pour une bactérie particulière qu'on appelle le Faecalibacterium prosnitzi. Alors, il faut remarquer que c'est une échelle qui est une échelle logarithmique. Et donc, les différences sont de l'ordre de 3 à 4 unités logarithmiques. Ça veut dire entre 1000 et 10 000 fois moins de Faecalibacterium prosnitzi chez les patients qui présentent une perméabilité intestinale augmentée. Alors, pourquoi c'est intéressant? Mais parce que le Faecalibacterium prosnitzi est connu pour être une bactérie qui a des propriétés anti-inflammatoires très importantes. Et d'ailleurs, on va retrouver au niveau du prélèvement des cytokines périphériques une augmentation importante de l'IL-8 chez les personnes qui présentent une perméabilité intestinale importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la récupération, il va persister à la fin
de la période de détoxification une dysbiose importante, donc on ne récupère pas ou de manière tout à fait marginale au niveau de la composition du microbiote. Et donc, on part de l'idée finalement que la composition serait liée à la fonction barrière, mais on s'intéresse alors aussi à la manière dont les bactéries vont pouvoir produire un certain nombre de produits pour altérer cette fonction barrière. Et là, on s'intéresse alors aux produits du métabolisme par les bactéries, soit des hydrates de carbone, soit des protéines. On voit distinguer ici un grand nombre de produits différents qui appartiennent à différentes classes chimiques particulières qu'on a étudiées finalement pour avoir une idée de cette fonction de ces bactéries. Ici sont représentées les différentes grandes catégories de métabolites. En fait, on a mesuré 99 métabolites différents qui ne sont pas tous représentés ici. Mais ce qu'on observe finalement, c'est qu'il y a une différence entre les sujets présentant une perméabilité intestinale faible, importante, et les sujets contrôle qui se retrouvent sur 3 axes différents, avec un rôle particulier des indoles, donc qui seront dramatiquement diminués dans le groupe qui présente une perméabilité intestinale importante, alors qu'il va y avoir au contraire une augmentation importante des phénols dans ce même groupe. Pourquoi on s'est intéressé aux indoles et aux phénols? Parce que les indoles ont des vertus protectives pour la barrière intestinale, alors que le phénol a des vertus délétères. Et donc, on a l'impression que ça pourrait expliquer peut-être une partie de ces changements du côté de la perméabilité intestinale. Et donc, en conclusion de ces études, on se rend compte qu'un certain nombre de patients présentent un intestin poreux, mais que ce n'est pas lié à une toxicité directe de l'éthanol sur les cellules épithéliales. Par ailleurs, les sujets alcoolodépendants qui présentent des altérations du microbiote intestinal ont aussi des compositions donc qui présentent une perméabilité intestinale importante, présentent des altérations importantes du microbiote intestinal, avec un certain nombre de bactéries et de métabolites bactériens qui pourraient être impliqués dans la régulation de la fonction barrière de l'intestin. Et alors finalement, on a le sentiment que ça jouera un rôle également dans le comportement de ces patients. Maintenant, je vais passer à la dernière partie de l'exposé qui concerne l'idée de tester la causalité, et là dans un modèle animal. Pour ce faire, on a utilisé un modèle dit de souris humanisée. Alors c'est bizarre, on parle de souris humanisées quand on les traite par des antibiotiques et quand on leur transplante des selles, des selles humaines. Donc je ne sais pas si c'est une bonne définition de l'humanité, mais en tout cas c'est comme ça qu'on définit nos animaux humanisés. Et donc, on a étudié après chez ces souris humanisées le comportement. Donc, c'est des souris qui ont été traitées d'abord par des antibiotiques pour diminuer de manière importante la densité du microbiote intestinal. Et puis, elles ont été transplantées par des selles soit de sujets alcoolodépendants qui présentent une augmentation de la perméabilité intestinale, soit par des selles de sujets contrôle. Et puis, on a ensuite, par la suite, comparé, donc on a finalement 12 souris dans chaque groupe et puis par la suite on va faire une série de mesures comportementales. J'expliquerai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Et finalement, on va faire une série de collections de tissus. Ça, je n'aurai pas l'occasion de débattre de ces éléments sur le plan tissulaire. Alors, premier élément, on se rend compte que lorsqu'on fait cette transplantation de manière persistante dans le temps, il va persister des différences au niveau de la composition du microbiote intestinal avec les deux animaux qui ont été transplantés par des selles de patients alcooliques, donc les deux séries d'animaux transplantés par des selles de patients alcooliques, qui vont présenter une composition du microbiote intestinal qui serait radicalement différente de celle des sujets contrôle représentés ici. Donc ça veut dire, et ça persiste au-delà de 45 jours après la transplantation. Et puis on a réalisé différents tests. On va passer rapidement sur ces tests, des tests de mesure d'anxiété où on voit qu'il n'y a pas de différence entre les animaux contrôle et les animaux traités par des patients alcooliques. Et puis, donc que ce soit dans la light and dark box test ou bien dans
les open ou closed arm tests qui permettent de mesurer l'anxiété. On voit qu'il n'y a pas de différence du côté de l'anxiété. Par contre, au niveau de la dépression, en utilisant un test qui s'appelle le Force Stream Test, on voit qu'il y a une certaine différence qui se dénote avec des caractéristiques qui pourraient traduire des dimensions dépressives chez les animaux qui ont été traités par des selles de patients alcooliques. Mais ce qui est peut-être encore le plus intéressant, c'est un autre test qui mesure le degré d'interaction sociale entre la souris et un animal, une petite souris qui se trouve ici dans cette petite cage. Et en fait, on voit que pour les souris qui ont reçu des selles de sujet contrôle, elles vont essentiellement venir se mettre, ce que montre le heatmap ici, du côté de l'animal présent, comme s'il y avait une forme de curiosité pour cet animal, alors que celles qui ont été transplantées par des selles de patients alcooliques, il n'existe plus de différence, voire il y a même une petite augmentation du côté où l'animal ne se trouve pas. Et donc c'est comme s'il y avait une perte de l'intérêt social liée à la transplantation par ces selles. Ce qui pour nous est évidemment très intéressant parce que ça veut dire que peut-être que le microbiote joue un rôle dans les interactions sociales. Ça rappelle ce qui a été dit chez les sujets autistiques. Et donc, est-ce qu'il y aurait une part d'autisme qui s'exprimerait en fait chez les patients alcooliques en lien avec ce microbiote intestinal? C'est sûrement une question qu'on se pose. On est vraiment interpellé par cette question-là parce que ça pourrait tout à fait expliquer peut-être une part des modifications comportementales chez ces patients. Alors, de manière intéressante, chez l'homme, et là je reviens aux études précédentes, on avait fait une série de mesures de personnalité. On avait utilisé la TEIC, qui est une mesure d'intelligence émotionnelle, et le D5D, qui est une mesure de facteurs de personnalité. On a mesuré les facteurs sociabilité et les facteurs introversion à la TEIC ou au D5D, et on voit qu'il existe chez l'ensemble des sujets une corrélation entre le degré de la perméabilité intestinale et les scores de sociabilité et d'introversion, ce qui vient renforcer ce qu'on observe chez l'animal. Donc on a vraiment des résultats qui nous paraissent convaincants sur un rôle du microbiote au niveau des interactions sociales. Et d'ailleurs, les éléments de composition du microbiote sont assez proches de ce qu'on observe chez les sujets autistes. Donc c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Maintenant, je termine avec cette diapositive qui montre les perspectives. En fait, ce qu'on aimerait bien faire maintenant, c'est faire des études d'intervention chez l'homme dans lesquelles on donnerait de préférence des prébiotiques qui sont des fibres intestinales qui modifient la composition, qui vont par exemple augmenter, on l'espère, l'importance du Faecalibacterium prosnitzi, dans le but de voir aussi si ça modifie la composition de la perméabilité intestinale et si ça modifie l'inflammation et la production d'un certain nombre de produits bactériens. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais juste dire un petit mot sur les personnes qui ont participé à l'étude. Sophie Leclerc, qui a vraiment été la personne qui a mené ces études d'un bout à l'autre. J'insiste aussi beaucoup sur le rôle de Nathalie Delzen et de Peter Starkel, qui sont deux collègues avec qui je collabore depuis des années sur ce sujet. Et alors, je voudrais terminer en vous disant qu'en collaboration avec Amine Benyamina, on organise au mois d'octobre prochain un forum qui est un peu complémentaire de l'Albatros, qui va s'intéresser à la question du rôle de l'addiction et de la place de l'addiction dans les sociétés. Vous êtes tous invités à venir participer à ce forum. Ça se passe à Bruxelles, mais je pense que vous avez reçu normalement dans vos petits sacs le leaflet par rapport à l'organisation de ce forum. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, merci pour cette présentation. On a le temps pour une ou deux questions, mais il ne faut pas qu'on déborde trop, parce qu'on est un petit peu en retard. Oui, Chentia, Casablanca, Maroc. C'est simplement pour vous demander vos commentaires par rapport à quelque chose que j'ai constaté dans ma patientèle. J'ai en soin des patients qui ont subi des sleeves. Et j'ai été surpris de voir que chez toutes ces personnes qui étaient alcoolodépendantes, il y avait d'abord une sensibilité accrue à l'alcool faisant des états d'ivresse pathologiques avec de très faibles prises d'alcool. Et à côté de ça, j'ai vu leur état dépressif s'aggraver. Donc j'aimerais avoir vos commentaires par rapport à cela. Merci. Alors,
ça a été bien montré dans la littérature que, en tout cas, le bypass gastrique est associé à une augmentation importante de l'addiction. Je crois que le taux d'addiction retrouvé chez ceux qui ont dans le passé présenté des problèmes d'addiction est de l'ordre de 85% à la suite d'un bypass gastrique. Une personne qui n'a pas développé d'addiction par le passé, il monte à environ 15%. Et donc, il y a quelque chose, il y a vraiment une vraie question. Mais on ne sait pas exactement comment ça se passe. Il est possible que il y a quelque chose qui se passe du côté de la rapidité à laquelle Comment ? C'était orienté autour de l'addiction à l'alcool, en fait, ces résultats-là. Mais ceci dit, il y a des résultats chez l'animal qui montrent que le fait de faire un bypass augmente la tendance à développer une addiction à l'héroïne ou à la cocaïne. Donc, c'est pas complètement spécifique à la question de l'éthanol. Mais on peut se poser la question sur de quelle manière une intervention au niveau du tube digestif de cet ordre-là ne va pas modifier de manière radicale la composition du microbiote intestinal. Je veux dire, il est probable, puisque il y a vraiment cette continuité des bactéries du haut au bas du tube digestif. Mais ça n'a pas été étudié encore jusqu'à présent. You may talk in English. Yeah, I'll do my question in English. The breakdown products of alcohol, I thought it was a very interesting finding. Is it related also to what type of alcohol you drink? Because I once heard that distilled drinks give different metabolites than non-distilled. Is that related to the leaky gut type differences? What we have observed, but we only had something like 70 patients in which we had these measurements of intestinal permeability. One difficulty is that, at least in Belgium, most people drink several different types of drinks, which makes it difficult to distinguish whether, differences between the groups. But still, we had a nearly significant difference in which we observed that the people drinking spirits rather than beer or wine had a more important intestinal permeability. But it didn't really reach the level of significance. But maybe this was due to the fact that we had too little a number of patients. Je suis de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Vous avez remarqué que les addicts, la majorité des addictions viennent par exemple à l'alcool, dans tout ce qui concerne les Indiens d'Amérique, en Australie, les aborigènes, en Afrique, en Inde, etc. Donc, quand vous parlez des souris humanisées, ça me faisait penser à ces gens-là qui, quelque part, sont déjà des gens qui sont souriés, j'allais dire, par rapport à l'alcool et à l'addiction. Ma question est, est-ce que ce serait possible d'avoir un certain nombre de données où il y a des études qui existent sur ces peuples concernant l'alcool et le microbiote? Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'études qui aient été faites sur l'alcool et le microbiote dans ces populations, mais je sais qu'il existe des différences dans la composition même du microbiote en fonction des régions du globe, qui correspondent probablement en partie à des différences de mode alimentaire et de règles d'hygiène aussi, je veux dire, qui peuvent être différentes d'une région à l'autre. Et donc, il existe des différences de toute évidence liées au type de nourriture. La nourriture type western food occidental est quelque chose qui va prédisposer à des dysbioses et éventuellement à des modifications de la perméabilité intestinale qui pourraient expliquer en partie les phénomènes d'obésité, par exemple. Merci. Donc à Toulouse, on dit qu'il y a le quart d'heure toulousain pour déborder. Donc là, on a largement débordé et en plus, on est à Paris. Donc on va laisser la place à la session suivante. Donc merci encore pour votre présentation. Merci. Et à bientôt.